entre 57 et 64, pour nous les Belges, parce que moi je me considère comme belge, et on connaît la catastrophe du bois du Casier, et je ne sais pas si vous connaissez tous la catastrophe du bois du Casier qui s'est passée à Marcinelle, où les immigrés italiens étaient dans les mines, et une grosse catastrophe avec beaucoup de morts d'Italiens. Les Italiens ne voulaient plus descendre dans les mines, et il fallait trouver d'autres ouvriers, d'autres personnes qui pouvaient descendre dans les mines. Et à ce moment-là, dans les années 64, la Belgique fait un accord avec le Maroc et la Turquie. Par des sources, on sait que les deux bureaux de recrutement de ces hommes qui vont venir travailler en Belgique se font dans les deux. Je vais retourner en arrière. Dans les deux extrémités du RIF ici, le RIF, pour ceux qui ne savent pas, le RIF se trouve entre Tanger et Oujda, c'est une chaîne de montagnes face à la Méditerranée. Et dans ce document, on voit que les zones de migration fin des années 60, je suis mal placée, fin des années 60, où Extra-Fos. Merci. On voit ici, c'est un document qui montre que les zones de migration sont vraiment centrées autour de la ville de Nador et de Al-Hoceima. Donc ces deux villes ici. Donc on sait bien, pour les personnes qui sont d'origine rifaine, on fait référence toujours à Nador ou à Al-Hoceima, qui sont les deux villes principales du Rif. Après les années 64, au début des années 60, il y a des accords ici à Bruxelles, en Belgique, par rapport au regroupement familial. Donc à ce moment-là, les femmes et les enfants arrivent. Il y a eu 3 grandes régularisations ici en Belgique, en 74, 99 et 2009, où en 99, il y a la deuxième nationalité de réguler ici en Belgique sont les Marocains, tout en sachant que les personnes qui étaient ici sans papier avaient rejoint de la famille un pied-à-terre, et dans les années 60, beaucoup de Rifins sont venus, se sont installés ici en Belgique. J'avais bien dit qu'il y avait des tensions dans les années 57 qui se sont un petit peu atténuées, mais qui ont continué au fil des années. Il y a eu en 2015 encore beaucoup de tensions, on l'a entendu via les médias. Et vraiment, ici à Fedef Narif, on a vraiment l'idée de vraiment les droits d'humains soient respectés. Et donc on espère vraiment la libération des prisonniers politiques. Alors, dans quel but on a créé cette association, Fedef Narif? Parce qu'on avait besoin d'un espace pour pouvoir valoriser et promouvoir la culture rifaine dans l'esprit d'ouverture interculturelle. Donc, on sait bien tous ici, les personnes qui sont rifaines, qu'on a une culture, qu'on est fiers de notre culture. En général, les rifains sont fiers de leur culture, mais elle n'est pas valorisée, on ne sait pas comment la promouvoir, et il n'y avait pas de cadre, on va dire. Et c'est dans cette idée qu'on a voulu, puis aussi pour participer à la transmission culturelle. On est tous enfants d'immigrés, on a tous des enfants, et c'est dur de transmettre la culture et d'avoir tout ce poids de la langue, de tradition. Et je pense qu'à Fedef Narif, on a des personnes qui sont vraiment qualifiées. Je les ai découverts et je suis très contente de les avoir connus et qui nous apportent beaucoup de choses, des doctorants, des professeurs, des personnes qui ont vraiment beaucoup de culture et qui pourront vraiment nous aider. On a la grande chance d'avoir Ahmed Zahiri, un grand docteur. Je ne vous dis pas, hein, j'ai passé une journée avec lui, j'ai plus envie de le quitter. Alors, Fedef
association. On n'est pas vieux, on est tout jeune, c'est un tout petit bébé. La création elle a été faite à l'initiative de notre président, Mohamed Adil, qui s'est posé la question de cette idée d'une maison de la culture Rifaine. Et avec d'autres personnes, on s'est réunis, on a réfléchi. Et à l'Assemblée du 18 janvier 2019, le bébé est né. Notre président, Mohamed Adil, a eu 2 bébés cette année en 2019. On peut le féliciter. Alors, ça fait que quelques jours qu'on est officiellement à SBL, qu'on a été publié au Moniteur belge. Par qui? Qui est derrière cette Dazneri? C'est des Belges et des migrants d'origine rifaine. Donc des personnes qui se sentent profondément belges et qui se sentent aussi profondément rif par leurs racines. Ahmed Taheri m'a dit ce matin, un arbre sans racines est un arbre mort. Et c'est une très belle phrase. Pour qui? Pour les citoyens belges de toute origine. Pour toute personne intéressée, je vais le reprendre parce que... Pour toute personne intéressée par la culture rifaine. Pour toute personne soucieuse du vivre ensemble. Et pour toute personne ouverte à un dialogue interculturel. Et je pense que beaucoup de personnes ici à Bruxelles ont cette envie parce qu'on ne cohabite pas, on ne vit pas à côté des autres, mais on vit avec les autres. Et c'est important de se connaître pour pouvoir connaître l'autre. Et pour plein d'autres choses. Alors, toutes ces idées, on les a un petit peu mis ensemble et on a fait 5 actions, 5 idées et qu'on voudrait, 5 axes d'intervention qu'on voudrait travailler. Les Rifains sont en général très ambitieux, donc on a tout ça qu'on a envie de faire. On aimerait bien faire une promotion du patrimoine Rifin, entre autres via des conférences, donc c'est notre première activité. Aujourd'hui, donc vous êtes vraiment aujourd'hui dans notre toute première activité, donc vous pourrez dire que vous avez vu la naissance de cette Dazneri. Des activités artistiques, on a beaucoup d'artistes rifins, dont les 3 personnes qui sont avec nous aujourd'hui ce soir, qui sont artistes au niveau de la chanson, de la musique, mais le RIF est beaucoup plus riche au niveau artistique, autant art plastique que autres, et beaucoup d'artistes sont ici à Bruxelles et vraiment ont envie de partager. Et des publications et des diffusions, un centre centre de documentation sur les RIF, création d'infos bibliothécaires. Donc on a déjà plusieurs livres, dont encore M. Ahmed Taheri a fait un don de 16 livres sur la culture rifaine. On a une encyclopédie sur la culture amazigh, on a beaucoup de choses pour le moment. Il ne faut plus que trouver la bibliothèque. Et un espace d'exposition et de projection. Comme je vous ai dit, on a beaucoup d'artistes, il faut pouvoir les mettre en valeur. Alors, l'implication citoyenne est primordiale à la Maison du RIF. On est tous ici belges d'origine ou migrants, on vit dans une société et vivre dans une société, on doit pouvoir s'impliquer. Alors, pour nous, donc surtout pour les femmes membres de notre ASBL et pour les hommes aussi, on est vraiment un point d'honneur sur le féminisme rifin, donc on aimerait bien mettre beaucoup de choses autour de la culture rifaine. On aimerait bien mettre sur pied des ateliers citoyens, la sensibilisation au développement durable. Donc on touche beaucoup à tout ce qui nous touche au quotidien.
Alors la jeunesse, c'est toutes les générations. On est nous-mêmes jeunes, on n'est pas si vieux que ça. Mais aussi nos enfants qui sont ici, on aimerait bien mettre en place des ateliers de création, des renforcements de capacités. On sait bien qu'au niveau scolaire, c'est important qu'on puisse soutenir nos jeunes. Des tables d'échange, on a des jeunes qui aimeraient exprimer sur eux, et donc c'est important de pouvoir mettre ça en place. Alors par rapport à la formation, on a des idées de cours de français et de néerlandais, des cours d'alphabétisation. On sait que par l'alphabétisation, la première chose, la base, c'est de pouvoir savoir lire et écrire afin de pouvoir s'impliquer dans la société dans laquelle on vit. Et quelque chose qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous, des cours de RIFA. Et pas seulement oral, hein. Il faudra se mettre à l'écriture parce qu'on est tous analphabètes en RIFA. Voilà, donc je vous ai dit, à Tedarnarif, on est ambitieux, hein. On est très ambitieux, on est RIFA. Hein. Alors merci de m'avoir écouté, merci au monde associatif d'avoir répondu présent, merci au monde politique d'avoir répondu présent, merci à Mohamed Adil d'avoir eu cette belle initiative et à tous les membres du CA qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 mois, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir vous présenter son association. Alors, je vais appeler Ahmed Tahiri, Docteur Ahmed Tahiri. Merci docteur d'être venu, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Excusez-moi, on va vous demander un tout petit peu de silence. Monsieur Ahmed Tahiri mérite un petit peu d'attention. Merci beaucoup. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Sabiha pour vos paroles. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette excellente initiative qui est la Delta Knari, la maison de vie. Mesdames, messieurs, tout d'abord, merci pour votre présence. Pour ma part, je dois vous faire un aveu. Je suis déjà venu à Bruxelles. Ça fait un petit peu longtemps. Mais cette fois-ci, je me sens particulièrement ému. Car je vais dans la maison de Rif retrouver un premier racine.
de cette extraordinaire histoire dont je à présent vous parle. J'ai préparé un PowerPoint en français et en français en arabe pour que vous puissiez lire ce que vous avec moi durant ma présentation. Le titre « Histoire du RIF et de sa diversité culturelle ». Parce que le RIF, depuis les débuts, son histoire a été profondément diverse. Et j'ai bien aimé vous choisir un texte, un poème. Un poème de pas n'importe qui, de Ibrahim ibn Ayyub al-Nakouri, l'ancien grand poète de RIF de 9e siècle, qui était à la cour salérite. Et j'ai fait une traduction, je ne vous emmène pas bien le français. Donc j'ai fait une traduction, il ne m'a pas plu, parce qu'il ne touche pas que les métaphores, les sens, les mystères. De 3, j'ai choisi seulement 3 vers. Et je l'ai fait traduire. Et c'était plus profond. C'est la traduction que vous avez. Vous pouvez éteindre la lumière. Aya amali alladhi abri. Et vous avez la traduction française. وسولي ودنياي التي أرجو وديني ويحجب عن جبينك لحظة طرفي ونور الأرض من ذاك اليمين وقد جبت المهامه من نكور إليك بكل ناجية أموني. إلى traduction pour la suite. Donc le RIF, c'est un autre territoire oublié depuis longtemps. On entend depuis le XIIIe siècle Al-Badissi, qui est un grand écrivain de l'époque de Badis, de la grande ville de Badis, complètement détruite par les Espagnols en 1560, qui disait « Notre RIF oublié ». Il le disait déjà, 1301. Et Stéphane Sell, c'est pas n'importe qui, c'est un grand savant français qui a fait son entrée en Algérie précisément, 1830. Après 1830, il était dans la grande l'élite française qui a fait des grandes écrits sur l'histoire du berbère et l'histoire nord-africaine. Il a écrit au début du XXe siècle, je parlais de l'époque française, et après il a écrit en 1998 la région qu'on nomme RIF et qui est encore fort à la connue. 1953, un autre grand savant, mais espagnol cette fois-ci, Miguel Taradell. Nous savons très peu sur la région montagneuse de RIF. Et ça fait pas longtemps, le français qui vit encore, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un archéologue. Patrice Lissier qui dit tout le RIF, et même dans sa compréhension la plus vaste, est une véritable terre inconnue. Et les grands ethnologues, et les grands linguistes, et les berbérisants, et tous les savants, qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. L'origine de berbère est pour nous un mystère. Un nom mystérieux, berbère ou barbare, nous sommes élémentaires, dans les éléments. Donc on ne connaît même pas les données les plus élémentaires. Qu'est-ce qu'on sait sur le RIF dans l'histoire du Maroc, dans les encyclopédies du Maroc, dans les textes des écoles? Qu'est-ce qu'on sert aux enfants? Une principauté qui a duré 2 siècles, plus de 2 siècles et demi. On a écrit dans un livre qu'on appelle Histoire du Maroc, c'est un livre très connu, un document général de l'histoire du RIF. Une principauté en 2 lignes, le RIF tout entier, 2 lignes. Un grand historien marocain, Abdullah Al-Alaoui, un seul mot,
dans ce livre, Histoire du Maghreb, essai de synthèse. Donc il faut faire quelque chose. Moi, je suis pas... Je suis un historien, je débarque, je travaille sur l'Andalousie, sur l'Andalous, le médiéval. Donc, c'est le premier travail que j'ai réalisé sur l'imam Beni-Salah, sur le royaume de Beni Salah, réforme arrivée à l'Andalous, et enfin, ce livre, Le Rif et la cité d'Escalaboula. C'est les trois livres que j'ai dit que sont pour le Rif et sur l'histoire du Rif. J'ai tenté de reconstruire cette histoire depuis, j'ai dit dans ce livre, depuis l'aube des temps jusqu'à les lumières de l'islam. Le Rif, définition et terminologie. Et sur des structures agraires, territoriales, sur l'urbanisme, le peuplement, ce sont d'autres travaux qui ont été des conférences publiées dans des conférences dans les universités égyptiennes, à Ain Shams, à l'université de Helwan, l'université de Tunis, l'université Alinalco à Paris, et dans la Sorbonne, et aussi dans les universités marocaines, et Grenade, et publié dans d'autres revues, aux encyclopédies, et sur le peuplement, l'urbanisme, les échanges interconnecteurs, la culture, le courant de pensée, et surtout les courants de pensée. Et le Rif regarde encore une très grande, une importante, une riche littérature mystique. Ici, nous avons le tombeau de Saint-Réphard, un prophète ici très connu, qui garde encore à Badès, dans les ruines de Badès, au site archéologique de Badès. On a fait un effort aussi, comme président de la Fondation Idriss hispano-marocaine pour la recherche historique, archéologique et architecturale. On a publié ce livre sur le mysticisme au Maghreb et à l'Andalous. Implantation des Andalous dans le Rif, ça fait déjà... Quand on parle des Andalous au Maroc, on parle des Andalous de Salé, des Andalous de Tétouan, des Andalous de Fès, mais on ne parle pas des Andalous de Rif. Mais la plupart des Andalous se sont installés au Rif. On ne connaît pas ça, toujours on ne connaît pas ça. L'université marocaine, les professeurs, les spécialistes, les Andalous au Rif, ils disent non, ça c'est quoi ça? Mais oui, l'implantation des Andalous dans le Rif. Il y a ici des travaux que j'ai fait à Séville depuis 2001, 2014, et Stéphane Andalousie, l'implantation des Andalous dans le Rif. Nous avons un village tout entier andalou, mais berbère. Il ne parle pas arabe, il est berbère, et c'est assimilé. La force du Rif assimile toutes les cultures. À Tétouan, on parle arabe, les andalous, mais le Rif, non, on parle berbère. Et tu lui dis, tu es andalou, il dit non, moi je suis réfa. Et il a raison. À 12, dans le Proya, c'est un village complètement andalou. Ce sont tous des réfas. Ils parlent berbère, ils parlent arabe, ils ne connaissent pas leur origine andalouse. L'entrée des cimetières andalous, toujours l'architecture andalouse, dans le même Adous. Adous, c'est quoi? Adous, c'est un nom de lieu qui veut dire refuge ou cachette. Ils sont venus, ils ont été maltraités, ils ont été tués, massacrés en Andalousie par Isabelle et par toute la clique les sanguinaires, le mouvement sanguinaire de destruction, une époque noire de l'histoire humaine, je dirais. Ils se sont envoyés cachette à Adous, parce que les navires espagnols les poursuivaient. L'entrée du cimetière d'Adous, et il y a d'autres villages andalous. La mosquée de village andalou de Mestassa, ici, c'est une architecture merveilleuse. C'est le livre village, une publication de la Fondation ici sur ce thème-là. À travers tous ces travaux, je peux me permettre de donner ce tableau présentatif. Ici, ça affluent de la culture culturelle de Rif. Parce que, on m'avait dit, ça serait bien de parler un peu sur les caractéristiques culturelles de Rif. Origine amazigh. Les Rifas, ce sont d'origine amazigh, les origines. Mais il y a l'affluent méditerranéen, une dimension méditerranéenne implacable.
La dimension d'Irifa, c'est méditerranéen. Mais une appartenance à Dar al-Islam. Je ne dirais pas aux Arabes, non, à Dar al-Islam. L'arabe, c'est une langue, c'est une culture. Nous appartenons à Dar al-Islam. Diversité culturelle, toujours ça a été divers culturel. Et liberté culturelle aussi. Liberté de culte, toujours dans le Rif. Il a été comme ça. Jusqu'à l'époque d'Abdelkrim. Il y avait Abdelkrim, un caïd juif, avec son beau comment dire, sac en cuir, avec ses balles et son bachouka. Mauser. Le bachouka, c'est le deuxième. Mauser. Le fusil Mauser pour faire la guerre contre les envahisseurs espagnols. La civilisation rifaine, c'est dans notre livre qu'on a fait éditer à Séville par la Fondation hispano-marocaine, que je ne pourrais pas mener seul si ce n'était pas avec moi Fatima Zahra, Aïdou Touré de Xamana, qui était à l'origine de cette grande œuvre qui était de faire une caravane vers le Rif pour découvrir ce que c'est que la poterie féminine du Rif. Et on a fait ce travail avec Baliaria, je crois 2009 peut-être. Et voilà, c'est un produit Rifa, mais c'est les dernières pièces de la dernière femme pop du Rif, vraiment, qui garde les roses d'origine, qui était, comment je ne m'appelle plus le nom de cette femme, qui était une merveilleuse femme, on allait visiter. Tamimout. Et si on voit, dans Dar 7, c'est là, c'est un vase pour boire l'eau au Rif, dans tout le Rif. C'est des Néo-Liarabes, c'est une tribu, c'est une kabila, des Eder Doshem. Là, on va clairement, ici. La déesse ancienne, antique, la fertilité, le culte à la mère nature, etc. Vous connaissez Astarte. Elle est présentée là-bas. C'est là, une représentation. Donc, depuis une époque millénaire, les Rifains ont su conserver une continuité jusqu'au XXIe siècle. Parce que ce produit, comme on trouve aussi, c'était un produit du XXIe siècle. Les éléments, comment on peut connaître, comment on peut reconstituer notre culture, comment? Est-ce qu'il y a possibilité ou non? On reste comme ça, aveugle, dans les ténèbres. Les éléments pour constituer le savoir, il y a des sources toujours, il y a des sources de savoir historique. L'histoire, c'est une science. La science, il y a des méthodologies. La méthodologie, il faut travailler et chercher l'information où? Dans les sources classiques, gréco-latines, dans les sources arabes, orientales, maghrébines, andalouses, dans les sources ibériques aussi, luso-castillan, astur et catalan, dans les sources rifaines aussi, surtout la tradition orale et la toponymie locale. C'est ce que j'ai fait. Quand on parle d'État-Franc, comment on peut reconstituer notre culture rifaine? Impossible, s'il n'y a pas d'information, c'est lacunaire. Les sources n'apportent rien du tout. On ne peut pas faire l'histoire du Rif. Non, c'est faux. On peut le faire avec 6 sources et travailler jour et nuit et pendant des heures et des années. Il ne faut pas rester à parler et ne rien faire et dire notre culture, notre histoire, on ne peut pas la reconstruire. On a parlé beaucoup des Berbères, d'où ils venaient. Ils venaient de l'Est, de l'Inde, depuis le 19e siècle, les grands savants, des linguistes, des anthropologues, français et d'autres nationalités. Mais quand on fait ce voyage dans les sources, on trouve ça. Le cadre de Hak, c'est là que les Hak. Qui est ce Hak? C'est le grand-père, l'ancêtre de tous les Amazirs. La montagne de Hak, Mazir ibn Hak. Mazir, c'est qui le fils de Hak, Hak Bouag. Jusqu'à présent, on dit au Rif, dans le Kraïa, dans la kabila de Messoujab exactement, Bouag. Bouag, c'est là, le lac.
إزغان أوري قناصنها إزغان أوري ودسني إزغان أوري mais ça قناصنها particulier c'est espagnolisé. C'est là dans cette montagne il y avait 10 cuevas les grottes de ce donc c'est là, c'est ici le territoire de carte de l'Antiquité jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Amazigh ou berbère, deux branches de même Lénac. Parce qu'on parlait que berbère, on parle maintenant du texte sur l'encyclopédie berbère et tous les grands savants qui ont fait beaucoup d'efforts. Je vois bien qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a l'Algérien Chaker et André Basset, français. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de travail sérieux, scientifique. Mais barbare, berbère, barbare, ça n'a rien à voir avec les barbares. Ses fils, Bal, fils de Tamila, fils de Mazir. Et Bal sont deux fils, Madris et Barnos. Fils de Bal, fils de Bal. Donc les berbères, les deux grandes lignes de la même généalogie. Étude généalogique du Rif. Et quand j'ai fait une étude généalogique du Rif, une étude sérieuse, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années de travail, je trouve que Nefza et le Ouata, c'est la clé. C'est la clé pour entrer et déchiffrer tous les énigmes qu'il y a à Blokhaldour et toutes les sources. Loua, le fils de Zéjik, fils de Madris, fils de Bar. Nefza, fils de Loua le Grand. Parce qu'il y a le Asra, le petit, et le Grand. Dans le Rif, dans la culture rifaine, c'est toujours comme ça. Une femme, elle a deux enfants, le petit, le grand. Donc là, Nefza, fils de Loua le Grand. Et Loua le Grand, c'est lui qui a donné naissance à tous les Rifins. Les autres se sont partis dans tout le Maghreb, depuis ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. Nefza, c'est l'ascendance. Et après, il y a Yarel, Zinayal, Miznassin, Porkoyal, qu'on connaît jusqu'à présent. Tous ces moments se conservent dans la géographie tribale d'aujourd'hui. Les bénistes de Samal, Nitouzim, Bissaïd, Niurishek, Bniurtedin, Traïa, Bissassa, Kibdana, tous des Nefza, tous, sans exception. Mais pour pouvoir faire cette carte généalogique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre dans le temps l'histoire, mettre dans l'espace et lire l'arbre généalogique. C'est un travail compliqué pour faire tout cela. Et après, il devient très clair. Les Bnei Msaman et ainsi de suite. Et les noms, ça change. Par exemple, au temps des Romains, on les appelait. En époque romaine, on les appelait Rifa Bakwat, Bakouya. Il y a seul une Kabyle, une tribu qui a conservé le nom ancien, mais après ça a changé. Avant c'était le Ouata. C'est toute une complexité très très complexe. La première fois que je donne sur la clé, c'était pour moi, mes propres cheveux se sont mis comme ça. Je dis, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a passé par ma mémoire pour me faire savoir ça, c'est grave. Et donc, on se voit après beaucoup d'années de travail avec ces conclusions. Je ne sais pas pourquoi les universités marocaines, elles sont aqima, comment on dit en français? Stérile. Il faut rien. Et l'enseigne, si, mais l'investigation, zéro. Je l'ai dit. Et les professeurs n'aiment pas que je dise ça. Mais pourquoi? Parce que je répète les mêmes grandes conclusions des grands savants français et des savants espagnols qui ont travaillé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils ne travaillent pas. Elles enseignent ce que les autres ont fait. Mais il n'y a pas, on n'a pas avancé, on a reculé. Et c'est grave. Saint-Rajan, c'est l'autre de grandes confédérations qui vivent dans le réfugié. Saint-Rajan, à côté de Badis, c'est la grande confédération de Saint-Rajan. Et vers le Melouia, le centre de Melouia et le Haut Melouia, c'est le Maknassa. C'est les trois grandes confédérations très marquées. La langue berbère. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'Institut royal, l'Institut royal
de culture amazigh. C'est bien l'Institut, c'est bien de faire un institut pour cette culture. C'est très bien, j'étais content. Mais le travail, la recherche. Mais on répète ce qu'André Basset, ce que on est dans la même sphère qui a été faite depuis le début du XXe siècle. Et il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau sur le mode technicisme, peut-être. Technicisme linguistique, c'est tout. Mais une philosophie, une vision, rien. Pourquoi? Et on fait de graves fautes. On construit une nouvelle langue qui n'a jamais existé. Parce que le berbère, ce n'est pas une langue. Le berbère ont une langue différente des arabes. C'est oui, c'est une langue différente. Mais leur langue, ce n'est pas une langue, leur langue se rattache à un tronc commun. Il y a un tronc commun. Comme le latin pour le français, pour le portugais, pour l'espagnol, pour le catalan, pour l'italien, un tronc commun de latin. Ici, c'est un tronc commun de berbère. Oui, c'est un tronc commun. Mais les autres, ce sont des langues différentes. Au Maroc. Ici, je reste au Maroc. Si on va dans leur pays, peut-être il y en a plus. Comment travailler la langue? Pas avec faire une unité, créer une unité bastarde. Non? Il faut travailler le tronc commun, tous les berbères, travailler le tronc commun. Tous les berbères, dans toute la région, depuis le Nigeria, travailler le tronc commun ensemble. Mais chacun travaille sa langue propre, qui est sa langue. Et les Portugais travaillent le portugais, les Portugais travaillent leur langue, et les Espagnols aussi, les Italiens. Comment que tu vas travailler ensemble, faire une langue bâtarde qui n'existe jamais, qui n'a pas existé dans l'histoire? C'est une impasse. Richesse lexicographique inexplorée. J'ai écrit depuis 2006, 2007, avant 2002, qu'il y a une notion d'information dans les sources arabes, sur l'amazigh, sur le rifa, sur la langue. Glossaire, par exemple, certains exemples seulement. Glossaire médical de termes berbères avec leur version arabe. On a des glossaires médicaux, botaniques, agricoles, avec une infinité de lexiques pour constituer le lexique, pour constituer le dictionnaire. J'ai parlé, j'ai écrit, j'ai publié, rien. Il n'y a pas ce que veut, il n'y a pas de chercheurs. Les chercheurs, ils sont une université, zéro. Pardonnez-moi que je parle comme ça, mais quelquefois on se vexe. Pourquoi? Un index de traité de médecine, agriculture et botanique que j'ai publié à l'université de Mohammedia. J'ai travaillé à l'université de Mohammedia Casablanca, au Bon Casablanca, pendant 18 ans. Donc j'ai publié ce traité de médecine, agriculture et botanique où on peut trouver sur le glossaire d'autres textes, beaucoup d'autres textes manuscrits qui ne sont jamais été publiés. Et je dis pourquoi même au moins qu'ils publient le texte. Pour le retrouver, pour trouver ce texte, je ne sais pas combien d'années j'ai travaillé dans les archives. Toute ma vie, je travaille dans les archives. Ce soir, je fais le livre, je le publie. Il n'y a personne qui va le chercher pour le consulter, pour l'éditer, pour le traduire. Comment tu vas te sentir? Seul dans un désert aride. Maintien et pérennisation du patrimoine lexicographique récent. Mais je vous donne des exemples. Al-Ostordos, la Varda Stoich, la terminologie scientifique. Azir en berbère, par exemple, il te dit son terme scientifique, son nom en berbère. Les Arabes, As-Samkha, ça n'existe pas en arabe classique, mais dans tous les textes andalous, Samkha, c'est près de berbère. C'est le berbère l'origine à enrichir la langue arabe. Et il y a une ligne, le berbère a enrichi la langue arabe, on ne connaît pas. Mais il y a beaucoup de termes berbères récents qui sont introduits dans la langue arabe classique. On ne connaît pas. Il n'y a pas de chercheurs linguistes récents qui vont faire savoir ça, écrire ça, divulguer ça, connaître. Rien. C'est le désert. Ça fait mal. Et j'ai vu avec Mazara à la maison, triste. Le ciel. Les berbères l'appellent Aïla. Aïla, par exemple. Pourquoi on ne ramasse pas tous ces...
Assas, c'est le terme utilisé par les berbères pour désigner le matnan. Le matnan, c'est quoi? Le matnan, le nom scientifique, c'est. Je l'ai écrit là-bas. Assas, c'est un berbère, le matnan. C'est le timelei, la plante nommée timelei. On trouve dans les lexicographies botaniques scientifiques, le nom, on est ce que c'est, il a photo, on a toute l'information. Et on constitue le lexique scientifique réfin. Je ne dis pas le lexique pour parler, le lexique scientifique réfin, pour qu'on porte dans 50 ans ou 100 ans avoir une université qui enseigne les sciences agricoles, les sciences médicales, avec des terminologies référentes. Par exemple, moi, c'est un rêve. Les écrits arabes médiévaux sont inépuisables de connaissances. Moi, je me suis rendu compte, j'ai travaillé depuis 1900, j'ai entré à la recherche scientifique depuis 1978. J'ai commencé à travailler jeune. Depuis que je me fonçais dans les sciences arabes, je n'ai pas pu sortir. C'est un océan de connaissances. Parce que les sources arabes, ce n'est pas une source il y a beaucoup de genres d'écrits. Les sources scientifiques, les sources historiques, les sources géographiques, les traités biographiques, les sources idéologiques, les sources juridiques, linguistiques, littéraires. Et chacune, il y a des subdivisions. Par exemple, les traités médecine, agriculture, pour donner un exemple. État de sources arabes en Occident, comment on conçoit les sources arabes en Occident? Inexactitude et dévalorisation. J'ai apporté pour vous donner une idée, je vais apporter des exemples. Les écrits arabes n'ont aucune valeur historique. Stéphane Hessel, le grand historien français, il a dit ça. N'ont aucune valeur historique. C'est ce que les activistes berbères aujourd'hui répètent. Comme je me permets de le dire, je m'excuse, quelques-uns, je parle de ceux qui le disent. Comment on dit en arabe en français? Dépression et pauvreté de sources arabes. Qui dit ça? André Bazin, mon grand ami historien français, très connu, Pierre Guichard. Dispersion, pauvreté des sources arabes. Les sources arabes sont très confuses et imprécises. Christophe Picard, le plus important chercheur sur l'histoire du Portugal musulman. Les chroniques sont très imprécises. Les chroniques sur arabes ils ont été laconiques. Qui dit ça? Basilio Pavón Maldonado, le grand maître de l'architecture espagnole. Un défaut d'information presque absolu qui oblige l'histoire à pratiquement de zéro. Qui dit ça? Manuel de Reina, un archéologue syrien. Un autre problème posé par nos sources. Les sources arabes nous posent des problèmes. Malheureusement, elles sont toujours problématiques, ces sources. On ne comprend pas bien. Qui dit ça? María Fierro, une grande arabiste espagnole. Manuela Marin, la plus grande, c'était la directrice de l'économie, au sein du collège, du Conseil supérieur de l'investigation scientifique dramatique. Elle dit ça. Les données fournies par les sources arabes sont souvent inexactes. Ça, c'est grave, hein? Pas contradictoires. Qui dit ça? Emilio Molina Lopez, le grand arabiste de Grenade et de Châtellerault. Les données fournies par les sources arabes sont souvent inexactes, insuffisantes, etc. Ça, ce sont des exemples. Donc, il y a une idée générale pour les sources arabes. Parce que les arabes, ils sont des spécialisés dans un cas. Par exemple, il y a ceux qui travaillent les chroniques. Ils connaissent que les chroniques. Ils trouvent 3 ou 4 mots sur la ville, ils ne trouvent pas grand-chose et ils sont pauvres. Mais quand on fait l'archéologie, si on cherche dans un mètre carré, on ne va pas trouver, peut-être qu'on trouve rien. Donc il faut chercher dans tout le territoire pour trouver quelque chose et reconstruire l'histoire. Donc l'archéologie travaille bien, avec une méthodologie archéologique bien, mais l'histoire, zéro. C'est grave. C'est grave. On dit, vraiment, les sources arabes, c'est mauvais. Les activistes, qui ne comprennent rien, ce ne sont pas des spécialistes. Les activistes berbères, ils disent, ah oui, c'est vrai, les arabes, il faut les tirer. Les sources arabes, ils n'ont rien à faire. Terminologie latine d'origine berbère. C'est pas le latin et le grec qui ont influencé le berbère. Ils l'ont influencé, mais c'est pas, il y a une influence d'un seul sens, il y a l'autre influence, plus ancienne. De berbère vers le latin et le grec. C'est très important. Très important. Et il y a une influence berbère sur l'arabe, qu'on n'a rien étudié,
il y a l'influence de berbère sur le grec, très importante, on n'a pas étudié, et il y a l'influence de berbère sur le latin, très importante, on n'a pas étudié. Moi, je ne suis pas linguiste, je ne peux pas travailler ça. Ça, c'est grave, c'est une porte de travail. On n'a pas travaillé ça. Je vous donne seulement des petits exemples. La fouille, on dit bénévolial, fouille. Tout ça, fouche. Les nuances phonétiques. Et les autres, c'est-à-dire en berbère, il y a des nuances. Mais bon, le fouille, c'est le terme. Quoi? C'est le soleil. Afgir, c'est les lames. C'est quoi Afgir? Fafouille. Feu. Le feu. Le français, c'est latin. Latin. Le feu. Non. Latin, quand on parle de latin, solis. Solis, c'est le nom latin. Grec, Hélios. En Égypte, en ancien, Ra. La Ra. Shams, le feu, le soleil, c'est Ra. En hébreu, Shimesh. Donc, d'où vient, quand on fait une étude comme ça précise, donc, tout le latin, le feu vient de berbère. C'est pas de latin. Les Français, les Belges parlent berbère. Iga. Temsaman, c'est la cabine de ma mère, elle dit Iga. Iga, c'est le terrain agricole. En Bénévolial, c'est la tribu de mon père, ils disent Iga. Iga. C'est des nuances, petites nuances. Iga. C'est le terrain agricole. Tigat, c'est le diminutif, petit terrain agricole. Ligat, on a une petite localité à côté d'une zone. Ligat. C'est la petite plaine agricole. Agra, c'est le même tronc. Agra, c'est la richesse agricole. Agron, c'est le pain. C'est-à-dire, on est dans la structure tout entière des berbères. Agronomie, c'est quoi? C'est le berbère, non? C'est le berbère, c'est une origine berbère, c'est sûr, non? C'est sûr. Je ne suis pas linguiste, mais j'en suis sûr. C'est quoi Agora, c'est l'assemblée de Socrates. En plein Athènes, antique. On parlait d'Agora, c'est l'Assemblée nationale de la Belgique, l'Assemblée nationale française, l'Assemblée. Agrao, le riff de Agrao, c'est l'Assemblée. C'est la même chose. Pourquoi on fait Agrao? Parce qu'on se réunit pour manger. C'est là l'origine de terre. Agrao. La famille se réunit la nuit et on mange. Agrao. Assemblée. Au Portugal, j'ai trouvé un toponyme, Cunius Ager, il y a des toponym au Portugal, tous berbères. Il y en a beaucoup. En Espagne aussi, il y en a beaucoup. On n'a pas travaillé ça. Quand on parle des arabistes, ils disent ça, c'est arabe. C'est un toponyme d'origine arabe. Mais après, c'est quoi ça? On ne sait pas. C'est pas latin, c'est pas. Peut-être on fait des fantaisies linguistiques. Mais il manque un élément important, je dirais, plus important que l'arabe, pour la toponymie, c'est le berbère. Tous les chercheurs, les historiographes antiquisants ou médiévistes, ils n'ont pas cette clé. On devrait apporter nos vérifins. Non, on devrait apporter. On devrait leur traiter peut-être. Il faut faire un. Donc là, j'ai un paysage rural de Rif, l'architecture rurale de Rif. Nakour, ma ville natale, ma ville s'était détruite, la cité de Nakour a été construite par les Canadiens, elle vient dans les sources antiques, sud de Silax, où Urs, Magna et Portus Acrus, la ville d'Acrus. Akrat, donc Ptolémée, le fameux Ptolémée, Akrat, dans les textes médiévaux castillans. C'est quoi Akrat? Il d'Al-Mazumma, il sous Akrat. Et ça s'appelait après Mazumma, petite île de Nakour, on appelle Hassat Nukor, ou Alofemas, Pignon d'Alosemas. Il est toujours sous contrôle espagnol. Il est merveilleux, c'est pour Akrat, c'est une étymologie chrétienne. Je vous donne seulement quelques exemples. Akrat et Akour. Je trouve dans la source arabe. Nakour, fils de Étophane, généalogique. Akra, sommet en grec. Akros, extrémité. Akron, cap extrême en arabe.
Donc c'est une importation rifaine, parce que le Rif, c'est la façade méditerranéenne à la linguistique, et la linguistique, et surtout à la toponymie. Je ne dis pas grec, méditerranéenne. L'autre rive de Rif s'appelle Takrakra. Takrakra, j'ai trouvé ça dans les textes. À l'Idrissi, et surtout dans le texte d'Al-Bakri, qui a parlé de cela. On voit Takrakra, l'extrémité. Voilà, l'extrémité, la hauteur, le sommet. C'est clair. Au Portugal, Acroterion, c'est quoi? C'est ça, c'est la même chose. Acroterion, j'ai trouvé dans les textes anciens. Strabon. Hein? Ah, il faut. On va éteindre un tout petit peu pour voir les images si ça vous dérange pas. Ah, j'ai pas entendu. Oui, parce que la salle voulait. Acroterion, Acrabarbarion, c'est la même chose. Regardez ça. Donc on est dans la même géographie, la même topographie. Acre, j'ai parlé de ça, non? Je pense que c'est Acre. Je ne sais pas comment faire. Donc, les cités. Oh, je ne sais pas où. Même notre grand docteur a du mal. Je me sens moins bête que la tantôt. C'est pas très insulé, hein? Non. Donc en Grèce, il y a Akraï, j'avais Sakraï, c'est une ma'bad, c'est un lieu de culte. Takuruna en Tunisie, en Indonésie, en Afrique, dans toute la Méditerranée. Rasadek, des cités référentielles, Rasadek, Amsaman, Tadkour. L'islamisation de la population rifaine. À l'exception de tous les autres territoires, c'est le seul Rif qui n'a pas été envahi par le Rif, n'a pas été envahi par une armée orientale, omeyyade. Salih ibn Mansour a débarqué dans le bord de Saman, au bord de la mer, et c'est grâce à lui que ces berbères se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis par propre conviction. Il n'y avait pas une armée qui est venue et qui a islamisé, qui a occupé, tout cela, c'est des fantaisies d'historiens. Dans les sources, on trouve Salih ibn Mansour, il a débarqué au port de Toussaint. Il est venu au port seul avec quelques familles. Bon, j'ai tenté dans le livre, reconstituer toute la dynastie qui a duré de 699 jusqu'à 1015. 15 rois qui se sont succédés au royaume de Sabah. Nakour, la plus grande ville de l'Occident méditerranéen. Ce n'était pas une bourgade, c'est une très grande ville de l'Occident méditerranéen. C'était la plus grande ville de l'Occident méditerranéen jusqu'au 9e siècle. Plus qu'au Cordoue ici. Nakour, c'est la première ville construite au Maroc, une grande ville, la plus grande ville, pendant le 9e siècle, dans toute la Méditerranée. Pourquoi? Parce que c'était le relais entre deux continents. La culture rifaine, les Réfins, le Rif a joué le rôle pendant beaucoup de siècles de relais entre deux continents. Je dirais même entre 3 continents. Le pont entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et là, il y a une carte, je ne sais pas si on pourra, de temps en temps, pour voir, ouais. Donc, il y a une carte qui explique les grands axes de commerce commercial qui venaient du fond de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, vers Nakour, Sijil-Massa, Nakour, et de Nakour vers Berjana, Cordoue, vers Barcelone, et vers la Russie, la Bulgarie et toute l'Europe, et vers Alexandrie et tout l'Orient, par terre et par mer. Donc ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une vie urbaine, une splendeur
qui n'avait pas d'exemple avant de l'histoire de villes, Nakour, Al-Mazemma, Badis, Malila, Rissasa, Jrawa, Marjana, des forteresses de Kar, d'Ikrat, Slav, la forteresse des Slaves, la forteresse Taouril, Tsenhaja, Tsef, Mistasa, des ports de Nakour, de Badis. Est-ce que vous vous rendez compte comment était le Rif pendant le 8e, 9e siècle? Et 10e un petit peu, et après un petit peu, mais il a pris la chute. Les ports maritimes. Une carte aussi. Un petit peu. C'est top. Les villes, les ports, les forteresses et localités rurales de Rif médiéval. Là, on voit aussi ce que c'est que toute cette grande. Le Rif, sans étymologique du terme. C'est de là que vient le terme Rif. C'est quoi le Rif? On trouve ça dans les lisans arabes. Le mot Rif désigne un territoire urbanisé. Maintenant, quand on dit le Rif, c'est le rural. Si les gens du Rif, si les gens du Pur, si les gens pauvres n'ont pas de ville, sont marginalisés. On a marginalisé le pays. On a tué le pays. Le mot Rif désigne un territoire urbanisé et baigné par les eaux. L'expression genre de Rif, nous, veut dire habitants des villes. Ça, lisan arabe. Et on a changé le contenu ça a changé complètement après le contenu. C'est pourquoi cette grande urbanisation, cette effervescence des villes et des localités, c'est parce que le système n'était pas féodal. Le système économico-social n'était pas féodal. C'est un système nouveau. Le premier dans l'histoire humaine, capitalisme, ce n'est pas le capitalisme européen actuel, bancaire, non, un capitalisme un participatif social, très social. On l'appelle le capitalisme un système d'inversion contractuelle entre les contractants. C'est différent. C'est la première forme de capitalisme dans l'histoire humaine. Parce qu'en Europe médiévale, il n'y a pas de ville comme ça, il n'y a pas de port comme ça, il n'y avait pas d'Europe médiévale. C'est après la grande effervescence italienne et l'avènement du capitalisme qui a donné toutes ces grandes villes, la naissance du capitalisme, système artisanal, commercial. Elle a débuté à la cour, et puis on a étouffé la cour, et là, elle a été traspassée à Cordoue, la grande cour de califat. Et c'est là que le capitalisme médiéval musulman a pris toute son ampleur. C'est grave, et je l'ai étudié minutieusement avec des textes dans ce livre. Dans cette communauté rifaine, il n'y avait pas que les Rifins, il y avait des Slaves, un village de Slaves, une forteresse de Slaves, des courtisans slaves. L'axe commercial, il se profond dans les profondeurs de l'Afrique et dans les profondeurs de l'Europe. Il va jusqu'à la Russie. Et les Slaves, on va porter les Slaves. Ils s'installent à la cour. C'est une société plurale. C'est pas maintenant, depuis longtemps. Communauté juive. La porte des Juifs, située au flanc nord de la ville de la cour. Badis, c'est une cité assise sur la mer Méditerranée. Dedans la cité, il y a une fort belle rue, là où se tiennent les Juifs. Toute une rue de Juifs. Et il y a d'autres textes que je donne pas. C'est un thème un thème seul, on peut le développer. Participation massive et héroïque, c'est une société plurielle. La culture, le culte, les vertus du culte. Les Rifins, ils ont cette ouverture. Toujours ils étaient ouverts. Sur les continents, sur les autres cultures, sur les autres religions. Ils ne sont pas fermés. Ceux qui sont en train maintenant ces Américains avec la langue anglaise, surtout seulement la langue anglaise, ils n'ont pas d'autre langue. Donc ils se croient que eux, donc c'est grave. L'avenir, ils sont forts, hégémoniques, et tout, pour un grand pouvoir. Mais l'avenir, ce n'est pas avec les Américains. Les Américains, ils vont détruire l'humanité. Le pouvoir avec la pluralité. L'Europe donne l'exemple. Il faut qu'il s'attache à cet exemple de grandes nations, différentes langues, et c'est pas bien
d'aller vers la standardisation et vers l'unification et vers, je pourrais dire, une dictature totalitaire universelle. C'est grave. L'humanité va dans un sens très très grave. Moi je crois seulement mon point de vue. Et je me permets de dire mon point de vue. Ce n'est pas l'histoire, c'est mon point de vue. La participation massive héroïque durant le Fatah al-Andalus à l'exploit Rifa, à Mazir Rifa. Tariq al-Mouziad, c'est du Rif. 12 000 berbères, la plupart des Rifins qui ont, je ne dis pas conquis, qui ont fait ouvert, même les concepts, quand on dit conquérir, les Espagnols ont conquéri, les Français ont conquéri le Maroc. Les Anglais, ils n'ont pas conquéri seulement, mais ils ont exterminé les Indiens. Et sinon, Tariq al-Mouziad, il a ouvert, ouvert l'eau pour que l'agriculture se propage. C'est un autre thème, c'est un thème qui n'est pas bien traduit. 12 000 chevaliers berbères, vous avez été choisis par le Walid ibn Abd al-Malik parmi les célibataires les plus courageux. On a traduit ça dans les textes arabes de panarabisme du XXe siècle, les grands andalusistes, orientaux, égyptiens surtout. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont enlevé le mot de Urba, Uzbanan, ils ont dit Urbanan, arabe. Donc on change tout le contexte. Là, le texte, انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عزبانا non عربانا, qui vous a choisi comme des Arabes, non comme Urbanan, tous des Berbères. Il y avait quelques Arabes. Combien? Environ 27 personnes d'origine arabe dans la grande Fatah al-Andalus. C'est 27. Et à notre texte, il y a environ 300 personnes. Ils peuvent raconter. 12 000, toute la force. Le chef, c'est Berbère de Rif, et la plupart, ce sont des Rifans. J'ai expliqué ça dans mon livre Fatah al-Andalus 2011. Et dans un autre livre, Futuh Afriqiya wal-Maghrib wal-Andalus, Fatah al-Andalus et l'Afrique du Nord, faites-nous. La fondation de l'État omeyyade à Cordoue, à l'exploit Salih de Rifa, toute la structure s'est préparée à Temsaman. C'est à Temsaman que s'est constitué 6 ans, presque 6 ans, 5 ans et quelques, qui ont fait toute la logistique pour débarquer en Andalousie avec Abdelrahman al-Dakhil, Saqr al-Quraysh. Pourquoi? Parce que sa mère, c'est du Rif. Il est venu voir ça. C'est ça, le Rifa. Et avec ce Rifa, il a préparé pour prendre le pouvoir. Il l'a pris. Mais sa mère est berbère. La garde califale, il y avait combien d'hommes? Il était si nombreux, 40 000 hommes Rifins qui ont été en Andalousie pour constituer l'État. On ne peut pas, l'homme vient de Damas, détrôné par les Abbasides, il constitue un royaume. C'est impossible. Il ne faut pas comprendre ça. Il sort de la raison historique. 40 000 hommes, d'où? Du Rif. On n'écrit pas ça. On ne sait pas ça. Et même les Rifins ne le savent pas. La garde califale, la grande garde, Tangier. C'est quoi Tangier? Bilal Tanja, c'est le nord du Maroc. La Tangitane romaine. La garde califale est une unité d'élite constituée par Tangier. Qui dit ça? Ibn Hayyan, au 10e siècle, 10e, 11e siècle. Ibn Hayyan, c'est Amidou ou Arrihi al-Andalus, le plus grand historien de toute l'époque de l'Occident, musulman de l'Andalousie. Qui dit ça? Il dit que la garde califale de la cour califale, Abdelrahman al-Tawa, c'est le grand homme d'État, le haut dignitaire. Je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps, il y a beaucoup de noms. Il y a ici quelques noms. Donc, c'est toute une histoire. Il y a des inscriptions des guides, la première par l'instruction, toutes ces identités du Tourmite, toutes ces livres que j'ai parlé du Tourmite par les Vikings, par les Fatimides. Passion fatimide. Il y a des royaumes tout entiers qu'on ne connaît pas. Le royaume Taïfadi al-Mazama, la dynastie des Pisquali. Le Rif, c'était le berceau du sultan amérite, le grand sultan amérite constitué à Tazora, à côté de Milia. Les principautés rifaines de défense antérieure du Maroc, principauté andalouse de Rissassa, andalouse de Tazora, principauté de Vadès, etc. Des principautés, on ne connaît rien. Moi, je suis en train de travailler ça. La résistance tribale, c'est triste de dire dans un livre comme Histoire du Maroc, synthèse qui a été dirigée et présentée par Mohamed Qadli dernièrement dans l'Institut royal de la recherche sur l'histoire du Maroc.
elle parle de la résistance d'Ibn Khattabi, il dit la résistance tribale. Un grand, qui était plus grand que tous les grands dirigeants du XXe siècle, avec Ibn Khattabi, c'est un grand, mais plus qu'un grand. Il est hors série, j'ose dire ça. Il a fait qu'avec quelques réfins, quelques tribunifènes, quelques milliers de personnes, faire ce que peuvent faire les grandes forces du monde entier et de déstabiliser ce que je parle à l'Espagne. L'Espagne, il a fait tilt. Déstabiliser la France, déstabiliser l'Espagne, déstabiliser tout le colonialisme international. Ils rendent tous, avec la plus grande armée de toute l'époque moderne, 500 000 hommes pour étouffer ce mouvement de libération du peuple. Ce n'est pas un mouvement tribal, c'est pas tribal, regarde-moi. Ça m'a fixé. La résistance tribale menée par Mohamed Nabi. On écrit ça dans un livre scientifique, maintenant qui sort pour toute l'humanité, histoire. Donc, on est dans la même chose. Parce que l'histoire du Maroc, le Maroc a été divisé par le colonialisme même, a été découpé, le nord, le sud, et le Sahara, et je ne sais pas quoi, ils ont un projet international, ils ont pris le Maroc, ils voulaient le déstabiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les francophones qui viennent après, j'ai rien contre la francophonie, c'est une très bonne langue, j'aime le français, moi, c'est une langue de lumière européenne. Mais comment est-ce que les Marocains s'oublient de leurs racines? Ils parlent comme si le Maroc est encore divisé. C'est encore franco parce que les grands historiens français ont écrit sur le Maroc français, qui n'inclut pas le RIF. Donc ils commencent jusqu'à maintenant, en 2011, en 2018, ils sont toujours étourdis. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comme si le Maroc, c'est le Maroc français. Mais le RIF, non, ça ne fait pas partie etc. Libération de Mehdiya par qui? Par les Réfins. Libération d'Otanger par qui? Par les Réfins. Libération de l'arraché Azila par qui? Par les Réfins. L'armée de Moulay Ismaël est constituée par l'armée Réfin. La plupart, les grands chefs, l'état-major, c'est Réfin qui a fait tout ce travail pour l'État alaouite, pour l'État moderne, pour le royaume du Maroc. Destruction du pôle urbain du RIF. Les Espagnols, les Portugais, la destruction de la ville d'Albacema par les Portugais, la destruction de la ville de Rissassa, la destruction de Badis, l'occupation de Melilla, l'occupation de Badel. C'est quoi ça? Étouffer le RIF. Étouffer le RIF depuis 1467, l'occupation de Melilla, etc. Et les lots de Badis sont occupés en 1507, pour donner seulement un tout petit exemple. L'île de Badès, vous pouvez. La lumière, s'il vous plaît. Ça fait rien, ça fait rien. Faire. Je sais parler fort compris. Certes, sorcier faire. Je vais prendre 5 minutes plus, je vais abuser un petit peu de votre. C'est pas. Voilà. Donc, les valeurs chevaleresques de RIF. Le même fondateur du royaume du Maroc, Moulay Mohamed Chérif, disait, en parlant de témoins des Rifins, Badès, c'est le port des chevaleresques Rifins. Il dit aussi, qualifiant les Rifins de faucons, dans leur fief et à toute montagne. On sait ce qui s'appelle un faucon dans la mythologie, c'est le courageux, c'est celui qui veille, le bienveillant sur les autres hommes. Le Rifin, c'est toujours bienveillant, c'est toujours courageux, il défend ses terres, c'est le parachoc, c'est l'avant-garde pour tous les hommes. Le fait qu'il est comme ça, il était comme ça, sa géographie, sa géopolitique, je ne sais pas. Donc on avait des projets, on a fait tout ce qu'on pouvait avec la Fondation Idrissi, Fatima et tous les socios de la Fondation Idrissi, et c'est une fondation hispano-marocaine avec des Portugais aussi. On a travaillé ensemble pour faire des projets, on a fait des projets pour le Maroc. Donation à la famille d'Abdelkrim, on nous a donné Saïd, le feu Saïd Khattabi, le terrain, c'est le temps. Donc, il nous a fait, avant de mourir, une donation de la famille d'Al-Khattabi, le terrain là où il y avait le commandement général de la Révolution et le mouvement d'Al-Khattabi, de terrain pour construire un centre d'études sur le RIF et les musées d'Al-Krim en 2003. C'est un projet qu'on a commencé à travailler avec notre partenaire portugais et espagnol.
On a signé des conventions, etc., à la bosse, et au CIVI. On a toute la documentation. Et on est se réunis à l'OCMA avec le gouverneur du roi, le gouverneur du Maroc, avec les autorités. Depuis 2001, on a commencé, là vous avez 2001, 2002. Et 2004, on a signé avec le Roudra, avec le président de l'OCMA, de la communauté de la commune de l'OCMA, pour qu'on crée ce musée. Mais les politiciens se sont mis entre le projet et je ne sais pas comment dire, et n'a pas eu, c'est échoué. Un projet failli. Et une caravane qu'on est allé dans le CIMA pour la fondation pour faire apporter ce qu'on pouvait avec nos amis de l'Espagne pendant le grand séisme dans le CIMA de 2004. Et on a fait aussi avec la Tamimout, on a fait, dans un grand bateau, un ferry de Baliaria avec le Baliaria, ils ont une fondation culturelle, on a travaillé avec eux. On est allé à Eideldochen, on a fait tout le décor intérieur de bateau avec des textes sur le riff, etc. Et la porte l'avant-voilée, le collier avec les poèmes, etc. Et on a fait aussi beaucoup de formation en 2011 à Isoren. Il y avait beaucoup de jeunes ont participé dans ces cours, c'était 5 ou 6 cours ou plus, sur différentes formations professionnelles. Et on a fait aussi un accord avec la bibliothèque Omar de Hafonti, on a appuyé pour qu'on fasse l'ouverture d'une bibliothèque pour les Réfins, bibliothèque spécialisée dans l'histoire du Rif, avec tous les documents qu'il a. Il a une très grande bibliothèque, très bien documentée, de la documentation qu'il a en Omar de Hafonti. Il a créé une bibliothèque spécialisée dans l'histoire du Rif et dans la culture du Rif. Et après, sur le dernier projet, c'était le projet sur les itinéraires du Rif qu'on a créé à la fondation. Et on a signé un contrat, une convention avec la région de Tanger-Hassima pour lancer ce projet. Elle n'a pas vu le jour, elle a été stable aussi, il n'a pas vu le jour. Et je m'excuse beaucoup et merci, on vous remercie. Merci le public d'avoir été aussi à l'écoute. Maintenant, on va vous donner à vous la parole au public, à ceux qui veulent poser des questions. Et je vous demanderai de seulement préciser si la question est pour M. Ahmed Taheri ou par rapport à Teddat Malif, donc pour moi. Monsieur a une question. Qui a une question? On va peut-être prendre plusieurs questions et puis on va y répondre, ok? Monsieur Saleha, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Monsieur là-bas au fond, et je peux encore un autre monsieur tout au fond, donc 4. Monsieur, vous pouvez commencer, et puis après, on répondra, on prendra les 4 questions et puis on répondra. D'accord. Est-ce que je peux m'exprimer en ce que vous voulez, monsieur. En rifin. Je vous en prie. D'accord. السي احمد صاحب الوقت اللي جيتينو الطاس ما نعيش ندوى الصباح النهار شخصيا طاح تفضل راي شي حاجه الالمام الاسميات شي حاجه اللي شفتها شخصيا كي حسي وشويه تسجل parle un peu plus fort s'il te plaît. سليمان لاني راه عارف بزاف من التوبونيمي من الشرق اللي جبدايد طاس الكلمه اول إدار دوشن معطيني إتضارت قلنا إدار دوشن مخدي دوري اللي جنت قبيل شحطانا جويد من الماسين تمازين ليش تلاقيه هو بأن إدار دوشن كلمة أداء دوش طبعا الحديث هو أعراني تكسنت
تماس ما دردوش أدعدوش عرض راح مع غيثويا ولكن الأصل هي دردوس نسوى ذريتي خل الفخار الفيليقين من ترعاه مسكين يمكن أشفاش سنقطة دي كان مصنع الدلاس إذا دوشن ذي فيليقين طبعا الشهر جوي نزل تمنى اشتري عندك والسنة ممكن يوريك طاح ديال التجاوتي المنطقة خاصة إقليم الحسيمة شي حاجة زي إقليم دريوش غانا العنصر الشرقي ماسوبية في زمن ما بلاد الشام. Sabhaye, tu peux faire ta question. J'ai entendu que c'était une question sur le langage, une question linguiste. Donc tu peux préciser ta question, s'il te plaît, juste la préciser. C'est pas une question, c'était une intervention. Merci. أنا نريد نقول لك ما كيف الكبر دائما نطاق نعطو بوريني مش تلونسي لي التساؤل وتمنى الدكتور نوار أثيريكسي شيما تمنى ليست كيعكيين واش يعكيين العكيون هو الاسم واش إيصوفيا نسبة إلى صوفا جنوب شرق غزة هو الجسم واش أندلسن هو الجسم إلى آخره إلى آخره. Merci monsieur. Merci pour votre intervention. C'est un peu complexe pour que je la traduise en français, donc s'il vous plaît, si vous faites des questions en riff, essayez de les faire précises pour que je puisse les traduire. Je ne suis pas interprète malheureusement. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cet exposé très très intéressant, Monsieur Taheri. Et j'aurais une petite question, ou peut-être une conclusion peut-être. Je me pose la question, si vous me rejoignez sur le principe qu'il y a un terme qui me vient à l'esprit, ce serait génocide culturel. Parce que vous avez mentionné le fait que nous sommes en phase de stérilisation, c'est-à-dire que l'on n'arrive plus à produire. On a des historiens, vous avez nommé des Français, etc., ils sont multiples. Il y a même des historiens qu'on ne veut pas dire qu'ils étaient berbères, on leur donne une intitulée arabe ou autre, alors qu'ils étaient bien berbères. On est en phase de stérilisation. Que pensez-vous au jour d'aujourd'hui où, en 2011, on a bien sûr au Maroc que la constitution marocaine a reconnu la langue amazigh, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés au fait que cette langue-là n'est pas pratiquée. Donc, si je vais au consulat ou autre, dans quelle instance au Maroc, on me refuse de me parler en tmazigh. Je suis née ici en Belgique, je suis belge, j'ai 30 ans. À la maison, on m'a appris le tmazigh. On m'a emmené à l'école arabe, mais c'était le tmazigh à la maison. Au jour d'aujourd'hui, si je vais au consulat marocain ici à Bruxelles, on me refuse de parler en tmazigh. Donc, une de mes revendications, je n'ai que 30 ans, et mon père m'a toujours dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et aujourd'hui, je voudrais savoir où je vais. Parce qu'avec ma langue, je ne parle pas parfaitement tmazigh. C'est le tmazigh, ma chaîne, il farchoué, ma chaîne, c'est le tmazigh. Et je trouve ça super important. Et je voudrais juste dire quelque chose, parce que vous parliez de la langue, que le tmazigh a influencé, les berbères ont influencé d'autres civilisations, notamment les Romains, etc. Et je peux vous dire qu'il y a une amie à moi qui, il y a quelques années de ça, avait fait une étude sur la langue tamazight. Il faut savoir que le ténifite, le tamazight, est une langue très riche phonétiquement. Et grâce à ça, elle favorise l'apprentissage de d'autres langues. Donc si ça peut vous apporter une petite piste, je vous demande de la creuser parce que c'est super intéressant. Merci Saleh. Elvia. Assalamu alaikum, Azoul Ahmed Bah. Je tiens à apprécier beaucoup vos efforts que vous faites dans ces recherches académiques dans l'anthropologie et l'histoire du rire. Je remercie la présence. من الزملاء اللي نتناقش دي 2012 si je ne me trompe pas, les Nations Unies via l'UNESCO a fait un appel pour la conservation, pour conserver la diversité.
Parce que la diversité, c'est l'origine de la richesse mondiale. Ok? Par exemple, la particularité de la civilisation babylonienne ou pharaonique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'existe plus, il n'y a que les traces, parce que les populations babyloniennes et pharaoniques, elles sont devenues une autre population. Nous, au Rif, l'arabisation est arrivée à Sénada et venue Taft, et du côté du Maroc, elle est allée plus loin aussi. Et nous sommes dans la voie d'extinction. Et ça aussi, c'est la faute des politiciens. Notre intelligentsia et nos politiciens, ils sont parsemés entre deux grandes idéologies. L'idéologie arabe gauche de la gauche arabe, et l'idéologie musulmane, la religieuse, les usuliennes. Les deux grandes idéologies, elles se croisent dans un point commun, c'est de raser et d'extendre tout ce qui parle de la diversité. Ils visent l'homogénéité sur la culture et la langue arabe. Le Rif souffre dans le silence sur le racisme. On ne le dit pas, parce qu'on veut garder la paix et on veut garder la diversité. L'arabe, c'est notre patrimoine, parce que depuis le 7e siècle, la culture arabe, la langue arabe existe dans le nord de l'Afrique, ça fait partie aussi de nous. Et nous, on accepte les autres. Les Rifaïs sont ouverts depuis les Windel, depuis les Byzantins. Ils avaient le contact avec tous les autres peuples. Ils acceptent tout le monde. Mais nous, on n'arrive pas à parler à haute voix. On souffre dans le silence. On veut étudier notre langue, on veut promouvoir notre langue, on veut voir les choses avec notre langue, avec notre culture. Et ça porte atteinte à personne. Merci, monsieur. Et peut-être Narif, c'est ce qu'elle veut aussi. Merci. Il y a encore une question derrière, et puis malheureusement, on devra arrêter les questions. Alors, merci. Sur l'instant, c'est clair. C'est mieux, je préfère. C'est compliqué de vous traduire. Il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, je suis très content que la maison de l'Orient soit créée ici et que c'est un acquis grâce au mouvement populaire dans le Rif, qu'on appelle Hirak. Il faut se dire que sans ce mouvement, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est la première. Et n'oublions pas nos prisonniers politiques qui jouent leur sort le vendredi prochain. J'ai 3 ou 4 questions, très courtes, hein, je ne vais pas rentrer. Profitez pas trop, monsieur. Non, D'autres personnes ont je ne fais pas d'intervention, je donne des questions. Merci, merci. Et je pose des questions. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne parlez pas de peuple rifin. La notion de peuple, pourquoi vous ne parlez pas de peuple rifin, sachant qu'il y a un peuple, une géographie, un peuple qui appartient au monde amazigh. Il y a des peuples amazigh dans le rifin. Deuxième question. Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec la définition de Rif. Récemment, j'ai lu beaucoup de références sur le mot Rif, ou un Rif plutôt, qui dit bordure. Bordure, c'est la frontière entre le monde chrétien et le monde musulman, qui est apparue après que le monde musulman soit évincé de la péninsule ibérique. Question, parce qu'apparemment le mot Rif est apparu à cette période-là. Troisième question, pourquoi vous parlez d'ouvrir l'Andalousie alors que c'est une conquête? Parce qu'avant cette date-là, dans l'histoire, on n'avait pas un territoire là-bas. Il faut reconnaître que c'est une conquête, c'est pas une ouverture, comme eux, ils nous ont conquis après. Et comme les Arabes, ils nous ont conquis. C'est pas des ouvertures. Quatrième, alors Ben Salah, pourquoi, si c'est une Imara, principauté d'Afrique, pourquoi on parle de Balou et pas Aïssar?
Ça, c'est un mystère. Le travail académique, oui, le travail académique, le RIF, il est sur les taux de pouvoir central marocain, ça on le sait, et donc il ne reste que les académiciens que nous sommes de travailler à côté parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Chacun de son côté, avec des doctorants, on peut sauver le RIF, essayer de le sauver. Et dernière question sur le musée de RIF. Apparemment, est-ce qu'il y a eu des subventions de l'Europe? Si oui, ils sont partis où? Si c'est non, donc rien à dire. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Dites-vous qu'on aura un moment de pause où vous pourrez profiter d'Ahmed Tahiri. Et pour les questions de Thaddar Narif, toutes les personnes qui ont ce badge-ci font partie du conseil ou sont membres et pourront vous répondre. Ahmed Tahiri. J'ai abusé de votre attention et de votre patience. J'ai parlé beaucoup. J'ai travaillé pour apporter cette présentation beaucoup, pour pouvoir être à la hauteur et vous apporter quelque chose de nouveau. Je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. Ça donne l'idée que nous sommes intéressés, que nous suivons, que nous sommes dans le même chemin, nous avons les mêmes soucis, et des grands soucis. Nous ne sommes pas tous contents de ce qui se passe. Mais c'est intéressant de casser la coquille. Je dirais ça, vous allez entendre, casser la coquille. Parce que la politique, c'est la politique, c'est le jour au jour. Les opinions, tous on a la liberté totale d'avoir des opinions. Mais l'histoire, c'est une chose, c'est pas une opinion. On peut après avoir des opinions propres. Le plus important, si vous me permettez de donner un conseil, c'est très important de travailler ce qu'on n'a pas fait. Moi, je suis venu ici parce que j'ai vu des gens, je ne les connaissais pas, mais j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle vision. Une vision de faire de la culture. Et la politique, on l'a fait aussi, mais chacun fait la politique. Mais la culture, c'est une chose qui unit tout le monde. Pas les femmes, tout le monde. La culture, c'est humain. L'histoire, c'est humain. On ne peut pas dire l'histoire des RIF, mais l'histoire, c'est pour l'humanité, c'est un savoir. C'est pour cela que, permettez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à travailler. Et la culture, il faut lui donner son contenu culturel, la science, son contenu scientifique, et ceux qui veulent faire des activités, mais aussi on les appuie, parce qu'ils ont raison, il faut les appuyer dans leurs ordres politiques. Mais ce sont des niveaux différents, des niveaux complémentaires mais différents. Je ne vais pas répondre sur chaque question, c'est seulement en ce qui concerne le musée de RIF, nous on a fait ce qu'on a pu, mais les politiciens, on parle toujours des politiciens, ceux qui parlent, ceux qui rappellent la même chose, ceux qui sont dans le pouvoir et des RIFAins n'ont pas aidé à que ce projet soit réel. Nous, la fondation, c'est moi et Fatima qui la soutient. C'est nous qui, avec notre propre argent, il n'y a pas nous ne sommes pas dans les partis. Comme nous ne sommes pas dans les partis, on n'a aucune subvention. Et en plus, on ferme les portes. Et chaque idée, chaque projet scientifique bien travaillé, quand on trouve que ce n'est pas encore le moment, on dégage, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre dans le blabla. Il faut faire du travail, et le travail donne des lumières, et les lumières, c'est comme ça qu'on fait. Les opinions, chacun de nous a la liberté d'opiner sur ce qu'on dit, et on peut être différent. Et au contraire, il faut être différent. Merci beaucoup. Moi, je vais profiter parce que j'ai envie de profiter, poser une question à Ahmed Tahiri. C'est Ahmed Tahiri, on m'a transmis une culture, et vous allez me dire, c'est les RIFAN, que quand on a un invité, on lui offre un cadeau. Si vous étiez venu
voir ma grand-mère à Aït Saïd, elle vous aurait offert des amandes. Mais aujourd'hui, cette dernière veut transmettre cette culture. Cette dernière, elle va vous offrir du chocolat belge. Merci. C'est bien sûr une culture ifane, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une spécificité. Merci Ahmed Taheri. On va faire une petite pause pour après accueillir nos trois artistes. Donc il y a du café.